On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un terrible tueur qui s'appelle Jean-Paul Lecomte. Il a sévi au début des années 2000 dans le département de la Somme, au point qu'on l'a appelé le tueur de la Somme. Pour le débrief, je ferai appel à l'avocate de la famille de l'une des victimes, maître Didier Seban. Attention, j'ai choisi de vous raconter cette histoire d'une manière inhabituelle. Cela pourrait vous énerver, mais c'est pour la bonne cause. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Pour une fois, je vais tout vous raconter dans l'ordre, de la naissance du tueur jusqu'à sa condamnation, pour vous montrer qu'un assassin, ça se fabrique. Alors c'est une démarche qui va peut-être vous agacer, peut-être même vous révolter, vous m'en voudrez, vous me détesterez, vous m'engueulerez, vous direz peut-être « Ondelatte cherche des excuses à un type qui ne les mérite pas ». Je m'en fiche de tout ça. Je veux vous faire comprendre qu'on ne devient pas un assassin par hasard. Il y a toujours des responsables, et des responsables qui ne sont jamais condamnés. À la fin de cette histoire, le tueur Jean-Paul Lecomte prend 2 fois perpétuité. Il les mérite. Je ne dirai pas l'inverse. Mais j'espère que vous partagerez avec moi l'idée qu'il aurait aussi mérité une autre vie. Alors, voilà commence la vie de Jean-Paul Lecomte. Il naît en 1966. Et 4 mois après sa naissance, ses parents le refilent à sa mémé. Pas le temps ni l'envie de s'en occuper. Mais il garde les allocs, bien sûr. Et pour le reste, mémé se débrouille. Ben voilà. Un jour, ils l'ont porté chez moi. Et ils l'ont jamais repris. Mémé est d'origine polonaise. Elle est arrivée en France en 1939 et toute sa vie, elle a ramassé des betteraves. Elle élève Jean-Paul dans sa ferme de Méholt dans la Somme comme si c'était son propre fils. Elle le couvre trop, peut-être. Elle lui passe tous ses caprices. Mais c'est pour compenser. C'est pour rattraper le malheur. Dis, Mémé, pourquoi est-ce qu'ils m'ont abandonné, mes parents? Il la pose souvent, cette question. Le petit Jean-Paul. Une fois, son père et sa mère le reprennent pour la journée. Ils l'emmènent se promener au bord de la mer. Jean-Paul leur en veut tellement, il souffre tellement de leur désamour qu'à un moment donné, il se jette d'une falaise. Pour le plaisir de leur faire peur, pour leur dire « Regardez comme je souffre ». Et puis le soir, les parents le ramènent chez mémé. À l'école, au début, ça va. Mais très vite, Jean-Paul devient la terreur des cours de récréation. Il alpague les copains, il les traîne dans un coin où on ne les voit pas et pim, pam, poum, il leur balance des mornifles. Le tueur pose ses marques. Les années passent et sa mère essaye de le reprendre. Mais c'est trop tard. Il est trop bien avec Pépé et Mémé. Sa génitrice, il n'en veut pas. Elle l'a trahi, il va le lui faire payer. Ou plutôt, il va le faire payer aux femmes, comme elle. En 1989, Jean-Paul Lecomte a 23 ans et il vit toujours chez Pépé et Mémé. Et c'est là qu'il commence à dégoiser, vraiment. Ça se passe à Albert, la ville d'à côté. Il arrête des femmes dans la rue. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Et là, il sort un tournevis, il les traîne dans un coin, il les mangane si nécessaire et il les force à lui pratiquer une fellation. Il peut faire ça 3 fois par jour. 3 femmes qu'il viole toutes dans la même journée. La machine à violer est lancée. La machine à tuer est en cours de construction.
Une fois, il va sonner à la porte d'une maison, au hasard. C'est une petite fille de 8 ans, Amélie, qui lui ouvre. « Bonjour. Dis, je suis le papa d'une de tes amies. Elle comprend pas l'exercice pour l'école. Est-ce que tu peux venir l'aider à la maison? Il y en a pour 10 minutes maximum, hein. Puis après, je te ramène, d'accord ?» Et elle dit oui. Mais une fois les portières verrouillées, il se dévoile tout de suite. « On va pas aller chez ton ami. Parce qu'en fait, tu vas jouer avec mon Gigi. » Amélie est terrorisée, elle ne veut pas. Alors il la cogne et il la force à lui faire une fellation. Une fois son affaire terminée, il déverrouille les portières. « Allez, maintenant tu dégages !» Amélie sort de la voiture comme un zombie. Et lui, il démarre, il va faire un demi-tour nerveux et il repasse devant elle à pleine vitesse. 8 ans. Un automobiliste la voit seule sur le bord de la route. Il l'emmène sur le champ à la gendarmerie. Ses parents portent plainte. Une enquête est ouverte. Le jeune Jean-Paul Lecomte est arrêté 2 semaines plus tard en Alsace, pour le viol d'Amélie et pour tous les viols qu'il a commis. On le présente à ses victimes derrière une glace sans teint. C'est lui, je le reconnais. Elles le reconnaissent toutes, mais lui n'avouera jamais. Pour cette série de viols et d'agressions, il est condamné à 17 ans de prison. 8 ans plus tard, il demande une libération conditionnelle. Sur le papier, il y a droit. Mais l'expert psychiatre qui le rencontre écrit « La personnalité de Jean-Paul Lecomte est d'un point de vue sexuel éminemment perverse. L'ensemble de ses passages à l'acte obéit à la même dynamique pulsionnelle et instinctuelle. L'absence chez lui de toute forme de remords et de culpabilité le conduirait à une répétition fréquente des actes. La récidive en matière sexuelle semble inévitable. Et donc, conditionnel refusé. Mais 5 ans plus tard, après 13 années de prison, et grâce aux remises de peine automatiques, il retrouve la liberté. Et naturellement, il rentre chez Mémé. Ça commence en janvier avec l'affaire Élodie Kulik. Élodie est une jeune employée de banque de 24 ans. Et le matin du 11 janvier 2002, à Péronne, on retrouve sa voiture, une Peugeot 106, dans un fossé, vide. Son corps à moitié calciné est découvert 2 jours plus tard, à 5 km des lieux de l'accident. Elle a été violée et étranglée. L'enquête révèle qu'Élodie a appelé les pompiers juste après l'accident. Et cet appel a été enregistré. Il dure 26 secondes. Et il est terrifiant. On entend la jeune femme pousser des cris déchirants, des hurlements de terreur. Et au fond, des voix d'hommes qui disent « Ça va aller, ça va aller ». Au moins 2 hommes avec des accents du coin, des accents picards. L'enquête ne trouve d'emblée aucune piste. L'idée est que sans doute elle a eu un accident et que ceux qui étaient censés lui porter secours l'ont violée et l'ont tuée. 6 mois plus tard, le 8 juillet, à Buire-sur-l'Ancre, toujours dans la Somme, on découvre le corps d'une jeune femme dans un champ, derrière un ballot de paille. Elle a le pantalon baissé et le pull et le soutien-gorge remontés. Je la reconnais, cette fille. C'est pas Patricia Leclerc? Celle qu'on nous a signalé sa disparition, là, il y a 2 jours. Ouais, c'est elle. 19 ans, putain, c'est elle. Patricia a quitté son boulot dans un fast-food il y a 2 jours, vers 22h30. Elle était à vélo. Et ce soir-là, une automobiliste l'a vue pédaler comme une dératée sur le bord de la route. Ça l'a un peu surprise, une fille toute seule en pleine nuit. Et cette femme a aussi vu une voiture. Elle était arrêtée un peu plus loin. Vous pourriez la décrire, cette voiture? Pas trop, hein. Il faisait nuit, mais c'était une grosse cylindrée, ça j'en suis sûr. Sombre, peut-être noir ou gris foncé, je dirais. Et y avait-il quelqu'un dedans? Oui, il y avait quelqu'un. Je peux pas vous dire plus, je l'ai vu de dos.
Une seule personne? Non, peut-être deux. Je suis pas sûr, il faisait nuit. Et aussi dans la tête des gens, naît l'idée qu'on aurait affaire à un tueur en série. Les journalistes du coin l'appellent déjà le tueur de la Somme. Et oui, 2 accidents, 2 meurtres, 2 jeunes femmes, et tout ça dans le même périmètre. On se dit que c'est forcément le même homme, ou les mêmes hommes. Les gendarmes ne sont pas loin de penser la même chose. Alors ils dressent la liste de tous les délinquants sexuels de la région. Ils les convoquent un par un. Qu'est-ce qu'ils faisaient le soir des 2 crimes? Est-ce qu'ils ont une voiture? Et si oui, de quelle couleur et de quelle marque? Est-ce qu'ils ont un accent picard, comme les tueurs d'Élodie Kulik? Malheureusement, tous les zigotos ont un alibi. Rien à chercher de ce côté-là. À Villers-Bretonneux, c'est-à-dire à quelques kilomètres de l'endroit où est morte Patricia Leclerc, on retrouve le corps d'une 3e jeune femme, dans une zone industrielle, sous une camionnette. Environ 18 ans, blonde. Elle porte un jean et un gilet noir. Et a priori, elle a été égorgée. Hein. Bien reçu? L'une des veines de son cou a été tranchée net. Et cette gamine de 18 ans, en effet, les gendarmes lui donnent très vite un nom. Christelle Dubuisson, disparue la veille. Et de 3 jeunes femmes assassinées en 8 mois dans le même périmètre. Comment voulez-vous qu'on ne rapproche pas ces 3 affaires? Mais en vérité, à ce moment-là, les gendarmes ne retiennent pas du tout cette hypothèse d'un même homme pour les 3 meurtres. Le premier meurtre, celui d'Élodie Kulik, est difficile à rapprocher des 2 autres. Certes, tout s'est passé dans le même coin. Mais le corps d'Élodie a été carbonisé, et pas les 2 autres. Et pourtant, quand on enterre la jeune Christelle Dubuisson, le père d'Élodie Kulik est là, et l'entourage de Patricia Leclerc aussi. Dans leur tête à tous, ces 3 affaires sont liées, forcément liées. Et pourtant, le corps de Christelle a été retrouvé sous une camionnette, une Citroën Jumpy, une voiture volée. Il y a peut-être de l'ADN dans cette voiture. Négatif, hein. Pas le moindre élément dans et sur la voiture. Hein. Pas de poils, pas de cheveux, pas d'empreinte digitale, pas non plus de traces de transpiration, absolument rien du tout. En revanche, sur le cadavre de Patricia Leclerc, le légiste trouve 2 petites traces qui peuvent contenir de l'ADN. Alors on a ici sur la culotte, vous voyez une toute petite tache de sang. C'est possiblement le sang de la victime, mais c'est pas certain. Et puis surtout, on a toujours sur la culotte, vous voyez là, une toute petite tache qui semble être du sperme. Et ça, c'est très intéressant. Donc on va tout de suite envoyer tout ça au labo. Hein. Et bingo, le labo dégage un ADN. C'est un ADN masculin. Hein. Alors on l'a passé au fichier des empreintes génétiques. Malheureusement, il match avec aucun des ADN en stock. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il match avec l'ADN dégagé sur le corps d'Élodie Kulik? Non, il s'agit de 2 ADN différents. Hein. Un signe de plus que ces 2 affaires n'ont peut-être rien à voir l'une avec l'autre. Les gendarmes reconvoquent tous les tordus du cul qu'ils avaient précédemment interrogés. Et ils leur passent à tous un grand coton-tige dans la bouche pour prélever leur ADN. Et après, comme il y a un embouteillage dans les labos qui traitent des ADN, ça prend un peu de temps. 4 mois. Mais à la fin, les amis... C'est bon, hein. On a un nom dans l'affaire Leclerc. Jean-Paul Lecomte. Jean-Paul Lecomte. Excellente nouvelle, je vous remercie. Bon les gars, on a un nom. Jean-Paul Lecomte. Donc vous me cherchez tout ce que vous avez sur le bonhomme, hein. C'est parti. Le type a 36 ans. Il est sorti de prison 2 mois avant le meurtre de Patricia Leclerc. Une condamnation pour le viol d'une petite fille de 8 ans, Amélie. Vous vous souvenez d'Amélie? Dans cette affaire, il est resté 13 ans en tôle. Et aujourd'hui, il habite chez sa maman à quelques kilomètres de l'endroit où on a retrouvé le corps de Patricia. C'est d'ailleurs là qu'il est arrêté. Bon, en tout cas, il peut pas être l'assassin d'Élodie Kulik, hein, parce qu'il était en prison à ce moment-là.
Donc ça confirme ce qu'on pense depuis le début, hein, c'est-à-dire que l'affaire Kulik est absolument pas liée aux deux autres. Eh oui, on le prête qu'aux riches. En attendant, voilà le comte en garde à vue à la gendarmerie. Vous faisiez quoi le 6 juillet, monsieur le comte, jour de la disparition de Patricia Leclerc? Je vous écoute. Oh, je vous écoute. Bah, je me suis promené en voiture, dans la campagne autour. Monsieur le comte, je vous informe que nous avons retrouvé votre ADN sur le corps de Patricia Leclerc. Vous avez une explication? Il faut répondre à ça, monsieur le comte. Je vous écoute, monsieur le comte. Eh ben c'est faux. Ouais, c'est pas mon ADN. Je veux pas tuer cette fille. Monsieur le comte, il y a une chance sur 5600 milliards que ce ne soit pas votre ADN. C'est forcément le vôtre, monsieur le comte, forcément. Bah alors il y a une erreur, quoi. Faites refaire vos analyses. Je suis innocent. C'est lui. C'est forcément lui. Le juge le met en examen pour le meurtre de Patricia Leclerc. Et Christelle Dubuisson, alors? Est-ce que c'est lui aussi? Vous avez mon ADN dans cette affaire? Aussi? Non, monsieur, non. Nous n'avons pas d'ADN. Ah ben voilà. C'est pour moi et puis c'est tout. La camionnette Jumpy, sous laquelle a été retrouvé le corps de Christelle, a été volée dans une entreprise et un employé a assisté au vol. Bah, j'ai vu le gars arriver en mobilette, genre Peugeot 103, hein, vous voyez? Mais après, j'ai vu le même bonhomme partir au volant du Jumpy, quoi. Et vous savez ce qu'on a retrouvé chez les parents de Lecomte? Une meule, un Peugeot 103 justement. Et il en dit quoi, lui, de ça? Bah, il était en panne à cette époque-là, mon 103. Un problème de carbu. On l'a retrouvé chez vous, monsieur Lecomte, il marche parfaitement bien. Bah oui, c'est pas s'il est réparé. Ah bon? Et quand l'avez-vous réparé? Bah, je sais pas, moi, il y a un mois à peu près, en octobre. Alors, monsieur Lecomte, comment expliquez-vous qu'un gendarme vous ait verbalisé le 17 août pour défaut d'assurance et absence de rétroviseur sur votre Peugeot 103? Bah, alors là, ça pouvait pas être ma mobilette, hein. Celui-là, il ne va pas être facile à faire craquer. Les gendarmes ont maintenant la certitude que c'est bien lui qui a volé le Jumpy sous lequel on a retrouvé le corps de Christelle. Ils ont désossé son 103 et sur les roues, ils ont trouvé de la terre. Et cette terre colle parfaitement à celle de l'entreprise où la camionnette a été volée. Voilà donc le compte aussi mis en examen pour le meurtre de Christelle Dubuisson. À part ça, il y a un blême, un gros blême. Le labo a bien trouvé son ADN dans la culotte de Christelle. Mais la tache de sperme, ah bah c'est pas lui. Tu vas pas le croire. Le sperme, c'est celui de son père, figure-toi, Pierre Dubuisson. Oui, monsieur. La gamine a été violée par son père. Bon, d'accord. Mais ça change quoi? Ben, ça change tout. Enfin, le corps a été découvert tout près de chez le papa. Il n'y a pas de raison de penser que l'ADN de Lecomte pèse plus lourd que l'ADN du père, non? Un point partout. Balle au centre. Et voilà donc le père en garde à vue. Il met 24 heures à reconnaître que peut-être par un malheureux concours de circonstances, ces spermatozoïdes se sont retrouvés dans la culotte de sa fille. Rien de plus. Quoi qu'il en soit, il va falloir qu'il rende des comptes là-dessus. Même si on ne peut pas lui coller le meurtre de Christelle, il va falloir qu'il rende des comptes. Et je vous le dis dès maintenant, le père prendra 3 ans dont 2 avec sursis. Quoi qu'il en soit, le juge a maintenant la certitude que Jean-Paul Lecomte a tué et Patricia Leclerc et Christelle Dubuisson. Alors il les renvoie devant la cour d'assises dans les 2 dossiers. Lecomte est d'abord jugé en janvier 2005 devant la cour d'assises d'Amiens pour le meurtre de Patricia Leclerc.
Oh, son entrée dans le box fait sensation. Il se tourne vers les parents et il les regarde droit dans les yeux. Le salaud. Et après, il répète ce qu'il a dit pendant toute l'instruction. C'est pas moi qui l'ai tué, cette fille. Alors vous avez peut-être mon ADN, hein, mais c'est une erreur. Le moment fort du procès, c'est quand sa mémé vient à la barre. Elle le soutient, Jean-Paul, jusqu'au bout, et coûte que coûte. Oh, moi je dis qu'il a jamais rien fait de mal. Jamais. Monsieur le greffier, je vous demande de faire écouter à madame l'enregistrement réalisé au parloir de la maison d'arrêt à l'occasion de l'une de ses visites à son petit-fils. Et ça c'est terrible pour Mémé. Parce que sur l'enregistrement effectué grâce à un micro caché dans le parloir, on entend clairement Jean-Paul Lecomte dire qu'il a tué Patricia Leclerc. Et on entend la Mémé qui marque un silence. Et après on l'entend dire « Mais pourquoi tu t'en es pris une fille comme elle? Une fille abandonnée par ses parents? Pourquoi t'as tué une malheureuse comme elle ?» C'est terrible ça pour Mémé. Elle le défendait parce que c'était son petit-fils, parce qu'il n'avait qu'elle, parce qu'elle l'aime, envers et contre tout. Jean-Paul Lecomte est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Il fait appel et il est rejugé en mars 2007. Il sait qu'avec l'enregistrement, il ne peut plus nier. Alors dès le premier jour, il avoue enfin avoir tué Patricia Leclerc, mais pas l'avoir violée. J'ai remarqué une jeune femme à vélo. Je l'ai doublée. Et je lui ai fait signe de s'arrêter. Elle n'a pas voulu. Alors j'ai bloqué son guidon, puis elle est tombée. Et alors elle s'est cognée la tête par terre. Elle était inconsciente. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai mise à l'avant de ma voiture. Et puis j'ai jeté le vélo sur le bas-côté. J'ai démarré pour voir si c'était possible de lui faire des attouchements. J'en ai profité un peu, quoi. J'ai soulevé son pull, j'ai caressé sa poitrine, j'ai déboutonné son pantalon et après je me suis masturbé. Et puis après j'ai paniqué, quoi. Je me suis vu de nouveau en prison. Alors je l'ai sorti dehors. J'ai attrapé son cou à deux mains et puis je l'ai étranglé. Pourquoi est-ce que vous vous êtes acharné à coups de poing sur votre victime, monsieur? J'ai perdu les pédales. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas raconté tout ça plus tôt, monsieur Lecomte? C'était trop lourd, quoi. C'est des choses graves, tout ça. C'est des atrocités. Et puis, je voulais protéger ma mémé. Aujourd'hui qu'elle est morte, c'est pas pareil. Et à la fin, il est à nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais sans peine de sûreté. L'année d'après, en novembre 2008, Jean-Paul Lecomte comparaît devant la cour d'assises de la Somme pour le meurtre de Christelle Dubuisson. Dans ce dossier, vous vous souvenez qu'il n'y a pas d'ADN et qu'il n'a jamais avoué. Et il ne va pas falloir compter sur lui aujourd'hui. Écoutez, pour Patricia Leclerc, j'ai avoué au procès. Moi, quand j'ai fait quelque chose, je le reconnais. Et là, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai tué cette fille. Et puis quand même, je rappelle que son père, il couchait avec elle. Hein. Le père, justement, Pierre Dubuisson, on le fait venir à la barre. Et lui aussi nie, figurez-vous, avoir violé sa fille malgré la présence de son sperme sur sa culotte. Décidément, à ce procès, il n'y a que des lâches. Vient ensuite le défilé des experts. Je confirme ici que selon nos analyses, la terre identifiée sous les garde-boue de sa mobilette est bien la même que celle du parking où stationnait la fourgonnette sous laquelle on a retrouvé le corps de la victime. Il n'y a aucun doute là-dessus. Un autre expert vient dire que dans la camionnette,
Certes, il n'y avait pas d'ADN, mais on a identifié des fibres qui viennent des vêtements que Lecomte portait ce jour-là. Le président lui colle tout ça sous le nez. Il ne moufte pas, ça n'est pas lui. En fin de journée, les avocats de la famille de Christelle tentent un coup pour le faire craquer. Je souhaiterais, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, que l'on fasse passer à l'accusé les clichés du corps de Mademoiselle Dubuisson prises sur la scène de crime. Le greffier fait passer à Lecomte les horribles clichés du cadavre de Christelle. Regardez bien ces photos, Monsieur Lecomte. C'est horrible, hein, n'est-ce pas? C'est horrible à regarder. Et c'est horrible à faire. Ouais. Ouais, c'est horrible à faire. Et là, on se dit, il a fait la moitié du chemin, il va aller au bout, il va avouer. Mais non. C'est horrible à faire. Mais j'ai rien fait. Il reste dans le déni jusqu'au bout. Et ce faisant, il oblige sa pauvre avocate, maître Makarevitch, à plaider l'acquittement. À la fin, le président demande à Lecomte s'il a quelque chose à ajouter. Rien à ajouter. Après 1 heure de délibéré seulement, Jean-Paul Lecomte est condamné à sa 2e perpétuité. Il accueille le verdict sans broncher. Il songe à faire appel, et puis finalement, il fait marche arrière. Puis novembre 2017, Jean-Paul Lecomte a effectué la moitié de sa peine, c'est-à-dire 15 ans. Il peut donc prétendre à une libération conditionnelle. Mais compte tenu de son profil, il est probable qu'elle ne lui soit jamais accordée. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà pour cette affaire que je vais débriefer avec vous, maître Didier Seban. Vous étiez dans ce dossier, maître Seban, l'avocate de la famille de Patricia Leclerc, c'est-à-dire son oncle et sa tante, monsieur et madame Doual, qui en vérité était sa famille d'accueil. Elle était placée en famille d'accueil par la DAS, hein, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ils l'ont accueilli et se sont comportés comme ses parents. Donc ils étaient particulièrement émus et engagés pour connaître la vérité après le décès de Patricia. Et ils se sont comportés en parents, dites-vous, concernés comme des parents. Concernés, engagés, ils étaient à nos côtés, ils se sont rapprochés de M. Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, ils sont venus en délégation, ils se sont tenus informés de l'enquête, ils ont été là pendant tout le procès. Patricia avait trouvé une famille auprès d'eux. Pourquoi n'y a-t-il pas, à l'issue du procès en appel, de condamnation à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 20 ans ou de 22 ans? Il a quand même le profil qui est parfaitement adapté à la peine de sûreté. On dirait qu'elle a été faite pour lui. Exactement. Peut-être que la cour d'assises a considéré que, comme il avait une autre affaire pour laquelle il devait être à venir, pour laquelle il devait être jugé, pour lequel il risquait également la perpétuité, il n'y avait pas forcément une nécessité de lui appliquer une mesure de sûreté. Et au fond, il a eu malgré tout une 2e condamnation à perpétuité. Donc, l'addition de ces peines fait qu'aucun juge de l'application des peines ne va décider de le libérer compte tenu de son parcours. Vous en êtes certain parce que donc techniquement aujourd'hui il peut demander une libération conditionnelle. Il l'a pas encore fait, vous me confirmez? En tout cas, à ma connaissance, le sujet n'est pas venu devant une juridiction de l'application des peines, puisque en tant qu'avocat de la famille des victimes, nous n'avons été convoqués à aucune audience ou informés d'aucune demande de M. Jean-Paul Lecomte. Et ce que j'entends dans votre bouche, c'est que vous pensez qu'il ne l'obtiendrait pas quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, très certainement non, en tout cas je l'espère, parce que il faut rappeler quand même que Jean-Paul Lecomte, condamné une première fois à 17 ans de prison, est sorti au bout de 13 ans de détention. C'était une sortie normale puisque il avait effectué l'essentiel de sa peine, et qu'il a immédiatement commis 2 meurtres et 2 viols, ce qui fait qu'effectivement n'importe quel juge s'interrogera sur le risque qu'il pourrait faire courir à de nouvelles victimes en le libérant. Je voudrais qu'on évoque maintenant la question des aveux. À votre sens, pourquoi met-il tant de temps à avouer?
Il n'avoue pas devant les policiers, il n'avoue pas devant le magistrat instructeur, ni devant d'ailleurs le procureur. Il n'avoue pas tout au long de la procédure, il n'avoue pas au premier procès, et au deuxième procès, tout d'un coup, il craque. Oui, je crois que, au fond, d'abord, il y avait son rapport avec cette grand-mère qu'il avait élevée, et dont il ne voulait pas qu'elle le conçoive comme un coupable, même s'il avait reconnu auprès d'elle quelque part en détention qu'il avait peut-être commis les faits. Je crois aussi qu'il était acculé, il avait cette idée qu'il n'avait pas laissé son ADN, qu'il avait fait attention, qu'il ne pouvait pas avoir laissé son ADN et il ne pouvait pas admettre qu'il avait commis une telle erreur. Il savait qu'il partait vers la perpétuité s'il était condamné, donc sa conscience, si j'ose dire, comptait peu. Il m'a même menacé de mort pendant l'audience, il a fait le signe de m'égorger parce que il savait que nous étions battus à la fois pour qu'il soit jugé pour Patricia Leclerc et Christelle Dubuisson, puisque je représentais aussi dans le même procès, ça c'est une autre étrangeté. Pourquoi il y a eu 2 procès ? Parce qu'il y avait eu 2 juridictions de saisie. C'est terrible d'ailleurs, c'est ce problématique de poursuite des tueurs en série, puisqu'il y avait des faits qui relevaient du tribunal d'Amiens, de la cour d'assises d'Amiens, et d'autres qui relevaient à l'époque du tribunal de Péronne, qui a été supprimé depuis. Et donc il y a eu 2 juges d'instruction différents qui ne se parlaient pas. Et au fond, si les 2 faits ont pu être rapprochés, parce que dans un des faits il y avait de l'ADN, dans les faits concernant Patricia Leclerc, par contre dans les faits concernant Christelle Dubuisson, il n'y avait pas d'ADN. Si les 2 faits ont pu être rapprochés, c'est aussi parce que, comme nous étions dans les 2 dossiers, eh bien, nous avons pu voir à l'autopsie des violences commises sur ces 2 jeunes filles qui étaient identiques et que, malheureusement, les juges n'avaient pas mis en rapport parce qu'ils n'étaient pas chargés des 2 dossiers. Donc, on voit bien qu'au fond, dans ces parcours criminels, eh bien, c'est le rapprochement entre les affaires qui peut les permettre de les élucider. Restons sur ce refus d'avouer. Il y a quand même déjà un premier moment où il refuse l'évidence, c'est quand les enquêteurs qui l'interrogent disent on a votre ADN, et que lui dit ça peut pas être mon ADN, et que les enquêteurs lui disent ça ne peut pas ne pas être votre ADN, et qui refuse d'avouer. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a plus que le fait que sa grand-mère soit au courant qui l'inquiète. Il y a aussi une sorte de barrière en lui, un refus d'avouer l'impensable. Oui, je crois que dans les premières affaires, il avait tiré les conclusions des premières affaires de viol pour lesquelles il a été condamné parce que les victimes étaient là, elles l'ont reconnu, elles ont dit que c'était lui. Il est passé à un comportement criminel encore plus grave pour qu'elles ne puissent pas le dénoncer, qu'elles ne puissent pas parler, il les a tuées. Elles n'étaient plus là pour pouvoir dire voilà ce qu'il a fait. Et peut-être qu'il s'est dit qu'une fois les victimes réduites au silence, eh bien il n'y aurait personne pour l'accuser. Et là, il y a son ADN qui l'accuse. C'est insupportable, il ne peut pas repartir pour ça, dans un temps si court après avoir été libéré, eh bien il va nier, et je crois que d'une certaine manière il a pu essayer de ne pas laisser de traces ADN, il n'en a pas laissé dans l'affaire Dubuisson, donc ce qui prouve qu'il faisait attention, il avait suivi les émissions, et donc il se disait ça n'est pas possible que ça soit le mien, il y a une erreur, et je crois qu'il s'est battu jusqu'à ce qu'on lui mette l'évidence, jusqu'à ce que l'expert lui dise c'était monsieur d'Outremepuich, lui dise mais monsieur il y a une chance sur 1 milliard que ça ne soit pas vous, et quand il lui a dit c'est vous et ça ne peut pas être un autre, je crois que devant la cour d'appel il s'est dit au fond peut-être puis-je obtenir une meilleure décision si je reconnais, et c'est là qu'il a finalement craqué. Mais c'est d'autant plus étonnant que dès le premier procès, je suppose qu'il est au courant qu'il y a dans le dossier d'instruction cet enregistrement de la conversation qu'il a eue avec sa grand-mère et dans lequel il avoue les faits. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il sait qu'il a déjà avoué d'une certaine manière et il veut pas le répéter. Non, il ne veut pas le répéter, il a encore l'espoir qu'on le croie, il crie son innocence, il le crie avec une violence, je veux dire, qui va jusqu'à la menace, il nie l'évidence, et je crois que parce qu'il ne supporte pas cet échec, au fond, du fait qu'on l'ait retrouvé, qu'il ait laissé sa trace, il pensait ne pas l'avoir laissé, et donc finalement, cette espèce de faiblesse ou d'erreur qu'il a commis, il ne peut pas l'admettre, et il ne veut pas l'admettre jusque quasiment au bout même c'est pas tout au début du deuxième
deuxième procès qu'il dit, Oui. C'est devant l'insistance à la fois du président, de moi qui vient insister sur ces différentes choses, après m'avoir menacé, encore une fois je vous le dis, qu'il finit par dire oui c'est moi à demi-mot et qu'il ne va pas plus loin. Il ne donnera pas d'explication d'ailleurs, hein. Il ne se justifie pas. Alors, j'ai tenté de raconter dans mon récit comment s'était fabriqué le bonhomme. Il s'est fabriqué de guingois parce qu'il a été rejeté par sa maman dès le début, par ses parents en vérité, et confié à la garde exclusive de cette grand-mère qui a fait ce qu'elle a pu. Vous pouvez, vous, avocat de la partie civile, entendre ça, c'est-à-dire que ce tueur a été méthodiquement fabriqué dès l'enfance. Bien sûr, il y a des raisons. On peut toujours chercher à expliquer comment un homme devient un tueur, comment il a cet irrespect des femmes. Cette grand-mère l'a élevé dans une sorte d'adoration. Tout ce qu'il faisait était meilleur. Elle ne l'a jamais lâché. Il y avait cette grand-mère, puis il y avait une tante aussi qui était à ses côtés, dont on a presque pu penser qu'il avait une relation incestueuse avec elle. Donc il y avait ces deux femmes pour qui il était une sorte de héros attendu et celui qui portait tous les espoirs. Cette femme qui avait aussi été rejetée par la population autour d'elle parce qu'elle avait eu une relation avec les Allemands pendant la guerre. C'était quand même quelque chose... Qui, la grand-mère ? La grand-mère, bien sûr, avec un Allemand. Donc c'était quelque chose qui faisait qu'elle vivait dans cette ferme extrêmement isolée et avec ce grand gaillard qu'elle considérait comme finalement celui qu'on lui avait confié en charge. Donc c'est un homme qui, vivant avec ces deux femmes, a été adoré et n'a peut-être pas compris pourquoi les femmes le rejetaient, pourquoi elles n'acceptaient pas toutes de céder à ses avances, a voulu prendre ce qu'on ne voulait pas lui donner et rentrer dans une logique de violence absolue, de toute puissance, que démontre la série des premières affaires de viol. Il y a quand même un viol sur une fillette de 8 ans à l'époque. Il les menace d'un tournevis. Enfin, c'est un homme qui a nié ses faits, mais qui s'est retrouvé condamné parce qu'il avait en face de lui des victimes qui l'accusaient, qui l'ont reconnu, qui ont dit que c'était lui. Et je crois vraiment que toute cette détention lui a servi à dire qu'il recommencerait sûrement, mais qu'il ne commettrait pas d'erreur et que cette fois-là, il ne serait pas arrêté. Est-ce que vous êtes intéressé, Maître Seban, par l'idée qu'il fait payer aux femmes en général ce qu'il n'a pas pu faire payer à sa mère ? Il y a sûrement, et tous les psychiatres vous le diront, qu'il y a un rapport à la mère qui peut être fondateur dans ce type de situation. Maintenant, je ne suis pas psychiatre, et donc je ne tirerai pas de conclusion. Ce que je sais, c'est qu'il y avait une extrême violence. Les deux meurtres sont non seulement des meurtres, des viols, mais aussi une volonté de détruire. En roulant sur le corps. Donc on voit bien que là, il y a, y compris dans les comportements sexuels qu'il va avoir à l'occasion de ces viols, il y a une vraie volonté d'abîmer ces pauvres jeunes filles. Et donc je crois qu'il y a une violence en lui qui est extrêmement inquiétante, extrêmement inquiétante, surtout avec un personnage qui s'était forgé par la musculation en détention, par une corpulence, un personnage très impressionnant quand je le vois dans le box. Justement, est-ce que, ça c'est une question, vous l'avez vu à plusieurs reprises, moi pas, cet homme a-t-il l'air d'un tueur, physiquement, je veux dire, lorsqu'il est assis dans le box, est-ce que physiquement on voit la brute épaisse ? Non, on peut pas dire ça. De toutes les façons, aucun tueur n'a vraiment le visage d'un tueur. Je dirais que Fourniret pouvait paraître comme un petit bonhomme, Émile Louis comme un rigolo. Non, c'est un type très impressionnant, avec des paluches, avec une taille, avec un physique. Il est une musculature qui fait qu'on se dit j'ai pas envie de le croiser demain soir dans la rue et d'avoir un incident avec lui. Moi, je dois dire que quand il s'est levé et qu'il a fait le signe de m'égorger à un moment donné où j'intervenais pour dire combien ces victimes avaient souffert, je dois dire que on ne peut pas être tranquille quand on a ce geste de la part d'un personnage de ce type. Maintenant, dire qu'il a le visage ou l'allure d'un tueur, non, c'est un malabar tout à fait impressionnant par sa corpulence, mais et puis par les policiers racontent, je crois que c'était
des gendarmes d'ailleurs, ils racontent qu'au moment où ils lui ont dit qu'ils avaient son ADN, il s'est levé avec une espèce de violence pour hurler que ça n'était pas le sien, qu'eux-mêmes ont eu une inquiétude à un moment donné de savoir s'ils seraient capables de le tenir, et ils étaient nombreux autour de lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez du regard qu'il jette au parti civil quand il entre la première fois dans le procès pour le meurtre de Patricia Leclerc. Il se tourne vers les familles et je crois que c'est un regard extrêmement glaçant. Oui, elles ont l'impression que finalement c'est elles qui vont être jugées. En tout cas, il a ce regard et tout du long dans ses dénégations, dans la violence de ses propos, dans la manière de crier son innocence, alors que évidemment nous savons que c'est lui, nous avons les éléments pour dire que c'est lui et que ça ne peut pas être discuté. Eh bien, il y a une violence rentrée, il y a quelque part, c'est un des criminels qui, dans le box, fait naturellement le plus peur. Je vous remercie infiniment, maître Didier Seban, d'avoir accepté de revenir sur cette incroyable affaire Lecomte. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.